Ok, alors, je m'appelle Paul, moi je suis S5 en anesthésie réanimation, c'est actuellement anesthésie nucléaire, et je vais vous parler d'intubation en situation d'urgence, et plus particulièrement des modalités de laryngoscopie, à savoir si pour l'intubation en situation d'urgence, il y a un consensus clair pour la vidéo ou la laryngoscopie. Un bref rappel, même si vous connaissez tous, donc la laryngoscopie directe, c'est une poignée, une lame et une lumière, permettant la visualisation directe des cordes vocales et de l'insertion du tube à travers la bouche. Une visualisation part aussi de tout à travers la bouche. Le vidéolaryngoscope, c'est une caméra sur la partie distale, permettant une visualisation des cordes et de l'insertion du tube sur l'écran. Une visualisation, et il faut le noter, par l'ensemble des opérateurs. Je vais vous parler d'un premier essai, et c'est Intube, paru en 2021 dans le JAMA. C'était un multicentrique sur 29 pays et 2964 patients. L'objectif, c'était un peu d'évaluer la survenue d'événements désirables majeurs associés à l'intubation en situation d'urgence, ainsi que les pratiques d'intubation. Les événements désirables majeurs étaient définis comme écrit par l'instabilité hémodynamique, une désaturation inférieure à 80% et la survenue d'un arrêt cardio-respiratoire. Dans cet essai, donc, sur l'intubation en situation d'urgence, il y avait une survenue de 45% d'événements désirables majeurs. Donc une proportion qui est quand même tout à fait non négligeable, majoritairement de l'instabilité hémodynamique. Lorsqu'on s'intéressait à la mortalité à 28 jours, on voyait qu'elle était significativement associée à la survenue d'événements indésirables majeurs lors de l'intubation, 41 contre 26%, donc avec un P significatif. Dans les pratiques d'intubation, dans cet essai, il y avait 80% de succès d'intubation au premier essai, mais je pense qu'il faut vraiment plus le voir comme quand même 20% d'échecs. C'est-à-dire qu'à la première laryngoscopie, on avait 20% d'échecs d'intubation. Et il est intéressant de noter que, comme ce sera la suite du topo, qu'il y avait donc sur les 2964 intubations, 17% d'utilisation de la vidéolaryngoscopie, avec un autre ratio de l'échec au premier essai avec le vidéolaryngoscope à 0,6. Donc un effet protecteur de la vidéolaryngoscopie sur l'échec d'intubation au premier essai, avec un intervalle de confiance qui, comme vous voyez, est significatif. Et finalement, quand on regardait l'association, donc en ordonnée des événements indésirables majeurs avec le nombre de laryngoscopies, on voyait qu'entre 1 et 2 laryngoscopies et 1 et 3 laryngoscopies, il y avait significativement plus de survenue d'événements indésirables majeurs. Et c'était d'autant plus frappant avec l'hypoxie sévère, où en fait, à chaque laryngoscopie supplémentaire, on a une hypoxie. Donc finalement, dans un tube, on voit qu'il y a, lors de tout ce qu'on intube en situation d'urgence, la survenue non négligeable d'événements désirables majeurs, et que ces événements désirables majeurs sont significativement associés au nombre de laryngoscopies. Pour faire face à ça, on a développé un score. Le score Makocha, que vous connaissez tous, qui est paru en 2013. Pour rappel, c'était 1000 intubations dans 42 réanimations, qui avaient permis de dégager 7 facteurs de risque d'intubation difficile. Le score avait ensuite été validé sur une seconde cohorte de 400 patients dans 18 autres réanimations, et nous donnant finalement un score sur 12 points, avec 7 facteurs de risque que vous connaissez tous, le mal empathie rôle 4, le SAOS, une mobilité de cou réduite, une ouverture de bouche réduite, un patient comateux, sévèrement hypoxique ou un opérateur n'étant pas un anesthésiste. L'étude avait permis de trouver un seuil à 3, et donc pour un score de Makocha supérieur ou égal à 3 sur 12, on avait une sensibilité de 76% et une spécificité de 93%. Finalement, on a une intubation en situation d'urgence qui est associée à des événements désirables majeurs, eux-mêmes associés à l'intubation difficile. On a ensuite développé un score prédictif d'intubation difficile, et on peut se demander, lorsque le score est positif, quelle stratégie adopter. C'est là qu'on se tourne vers le vidéolaryngoscopie. Premier essai parlant de la vidéolaryngoscopie, donc, vidéolaryngoscopie avant-après, before-after, paru en 2013 donc dans l'Intensive Care. C'était un monocentrique français dans une réanimation française, qui avait pour critère de jugement principal l'intubation difficile, définie par supérieur ou égal à 3 laryngoscopies, ou alors la laryngoscopie difficile, qui était un Cormac 3 ou 4. Il y avait 2 phases, une première phase non interventionnelle, 140 intubations consécutives à la laryngoscopie directe, ce qui était la pratique du service. Ensuite, une phase de formation des personnels, 6 semaines de vidéolaryngoscope sur des mannequins, et une seconde phase interventionnelle, 140 intubations au vidéolaryngoscope sur des patients. L'essai avait été arrêté prématurément après 70 intubations au vidéolaryngoscope, contre les 140 initialement prévues, pour une supériorité de la vidéolaryngoscopie sur le critère de jugement principal qui était donc l'intubation difficile. En effet, dans le groupe laryngoscopie directe, sur ces 140 patients, on avait 16% d'intubation difficile contre seulement
4% dans le groupe vidéolaryngoscope, donc après la phase interventionnelle. Au total, à ce moment-là, on se demande quelle place pour le vidéolaryngoscope dans nos algorithmes. En 2017, les recommandations sur l'intubation en réanimation en fait, sont pas très claires. Il faut probablement utiliser les vidéolaryngoscopes pour l'intubation en réanimation, soit d'emblée, soit après échec de la laryngoscopie directe. L'identification d'une difficulté prévisible donc par le score de Makocha pourrait constituer une indication. Donc finalement, il y a un probablement, il y a du conditionnel, on n'a pas d'études puissantes. Donc la vidéolaryngoscopie qui est évoquée comme étant possible dans la stratégie, mais dont la place n'est tout à fait clairement pas définie. Un premier essai randomisé contrôlé a essayé de répondre à ça. Donc c'est l'essai MACMAN, c'est un essai paru dans le JAMA en 2017. C'est un randomisé contrôlé multicentrique de supériorité qui avait lieu dans 7 réanimations en France sur 371 patients. Le critère de jugement principal, c'était le succès d'intubation au premier essai. Et les 2 bras de randomisation, c'était d'une part la vidéolaryngoscopie au MACGRAPH, MACMAN, et d'autre part la laryngoscopie directe. Dans cet essai, on ne retrouvait pas de supériorité de la vidéolaryngoscopie sur le succès d'intubation au premier essai. On avait même un peu plus de succès dans le groupe laryngoscopie directe, LD. On avait 70% de succès pour le direct contre 67% pour la vidéo. Une différence qui n'était pas significative. Et pire encore pour le vidéolaryngoscope, on avait plus de survenue d'événements indésirables majeurs dans le groupe vidéo. Dans le groupe vidéolaryngoscope, en fait, on voit qu'il y a 9,5% de survenue d'événements indésirables majeurs contre 2,8% dans le groupe laryngoscopie directe. Pour rappel, les événements indésirables majeurs, c'était l'instabilité hémodynamique, des saturations inférieures à 80%, arrêt cardio-respiratoire ou, bien entendu, décès. Donc sur chacun de ces critères pris individuellement, il n'y a pas de différence entre les 2 groupes. En revanche, sur les 4 ensemble, sur l'ensemble des événements indésirables majeurs, plus d'événements indésirables majeurs dans le groupe vidéo. Quand on s'intéressait aux raisons d'échec d'intubation, dans le groupe laryngoscopie directe, c'était principalement en fait, une difficulté de visualisation de la glotte. 70% de glottes en fait, mal vues ou non vues. Alors que dans le groupe vidéolaryngoscope, c'était un problème de cathétérisation glottique. C'est-à-dire que le vidéolaryngoscope en fait, permet de passer outre la difficulté de visualisation de la glotte, mais on a un nouveau problème qui est cathétériser cette glotte que finalement on parvient à voir. Donc MACMAN, est-ce que ça n'aurait pas en 2017 sonné la fin de la vidéolaryngoscopie? En effet, on avait un premier essai randomisé contrôlé, bien mené, puissant, qui ne retrouvait pas d'amélioration sur l'intubation au premier essai, qui a trouvé plus de complications sévères. Les auteurs soulignaient qu'il y avait peut-être des intubations qui avaient tendance à être plus longues, même si ce n'était pas significatif dans leur essai, que la visualisation de la glotte donnait peut-être à l'opérateur une fausse impression de sécurité, et qu'on essayait peut-être moins du coup d'aligner la bouche avec l'axe pharyngo-laryngé. Et ils soulignaient également qu'ils avaient une majorité d'opérateurs non experts, 84%, donc globalement avec des internes, et non habitués à la vidéolaryngoscopie. Donc, est-ce que c'est la fin de la vidéolaryngoscopie? En fait, pas vraiment, parce qu'on a vu que dans les raisons d'échec, il y avait pour la laryngoscopie directe principalement une difficulté de voir, mais pour le vidéolaryngoscope, une difficulté de cathétériser la glotte. Et dans MACMAN, on avait seulement 16% d'utilisation du membrane d'Eschmann. Et il se trouve qu'effectivement, le membrane d'Eschmann et le stylet, c'est des outils de cathétérisation glottique. C'est pour quoi je vais vous parler de Stiletto. Stiletto, c'est un essai randomisé contrôlé multicentrique paru en 2021 dans l'Intensive Care, mené au Macintosh. C'était dans 32 réanimations en France sur 999 patients. Critère de jugement principal, encore une fois, le succès d'intubation au premier essai en situation d'urgence. Et la randomisation, c'était 2 groupes. Une intubation d'une part avec la sonde d'intubation classique, et dans l'autre groupe, avec la sonde d'intubation dans laquelle était prépositionné un stylet. Le stylet, c'est cet instrument métallique qu'on peut préformer. Dans l'étude, il était préformé avec un angle entre 25 et 35 degrés. Et donc voilà, on intubait avec ces 2 dispositifs. Finalement, on retrouvait une supériorité sur le critère du jugement principal de l'intubation avec le stylet. C'est-à-dire que lorsque le stylet était prépositionné dans la sonde d'intubation, on intubait mieux. Donc avec 80% de succès contre 70% lorsqu'on intubait avec la sonde d'intubation seule. Sur les critères de sécurité, les événements indésirables majeurs, on avait la même proportion. Et le nombre de sujets à traiter, c'était 15. C'est-à-dire qu'il fallait intuber 15 patients avec un stylet afin d'éviter un échec d'intubation au premier essai. Finalement, le stylet, c'est un profil de sécurité satisfaisant
J'ai pas mis de diapo là-dessus, mais d'ailleurs le stylet, puisque c'est ce dispositif métallique assez rigide, où on pouvait avoir peur qu'il y ait des blessures locales, notamment des blessures muqueuses, des perforations trachéales. En tout cas, dans Styletto, sur ces 500 patients dans le groupe stylet, c'était 4% de complications locales dans chacun des deux groupes. Donc il y a un profil de sécurité qui est satisfaisant, c'est un instrument qui est peu cher, disponible dans le monde entier, et a priori en tout cas d'utilisation facile. Ce qui nous amène donc à parler de Device. Device, c'est un essai randomisé contrôlé américain, paru en 2023 dans le New England. C'était dans 17 services, 10 services de réanimation et 7 services d'urgence, sur 1417 patients il me semble, qui avait pour critère de jugement principal le succès d'intubation au premier essai, et comme groupe de randomisation, d'une part le vidéolaryngoscope, et d'autre part la laryngoscopie directe. Donc finalement exactement le même design que McMahon, l'essai français. Sauf que dans Device, on retrouvait une supériorité de la vidéolaryngoscopie sur le succès d'intubation au premier essai en situation d'urgence. 85 contre 70%, comme on le voit ici, une différence qui était significative. On se rappelle que dans McMahon, il y avait plus d'événements indésirables majeurs dans le groupe vidéolaryngoscope. Là, c'est pas du tout le cas dans Device. Que ce soit sur chaque critère individuellement ou sur l'ensemble des critères, on voit que les intervalles de confiance coûtent tous zéro. Il n'y a pas de différence significative, donc un profil de sécurité qui est comparable en tout cas entre les deux. Au total, on a 2 essais randomisés contrôlés, 2017-2023, français-américain, de même design, bien menés, qui retrouvent des résultats radicalement différents. Donc, avec Device qui retrouve une supériorité de la vidéolaryngoscopie sans plus d'événements indésirables majeurs. On va se demander pourquoi. Pourquoi donc? On se rappelle que dans McMahon, il y avait 84% d'internes, donc des opérateurs peu expérimentés. Dans Device, on retrouve à peu près la même population d'opérateurs. On a 70% d'internes dans chacun des groupes et 23% de fellow physiciens, donc de docteurs juniors / post-internat. Donc finalement, 92% dans l'étude d'opérateurs modérément expérimentés, qui avaient donc comme médiane d'intubation avant l'étude 50. Donc finalement, des opérateurs peu expérimentés dans les 2 essais. En revanche, dans Device, proportion of previous intubation performed with a vidéolaryngoscope, en fait, ils ont classé leurs opérateurs dans 3 groupes. Ceux qui, avant l'étude, avaient intubé moins de 25% du temps avec un vidéo. Ceux qui avaient, avant l'étude, utilisé le vidéo pour entre 25 et 75% de leurs intubations. Et ceux qui avaient intubé plus de 75% du temps avec un vidéo. Et donc là, on avait 60% des opérateurs qui étaient entre 25 et 75% d'utilisation du vidéo avant l'étude. Donc probablement des opérateurs en fait mieux formés, ou plus formés en tout cas à la vidéolaryngoscopie. Donc première différence entre ces 2 essais. Là on retrouve les mêmes raisons d'échec que dans McMahon. Pareil, on voit que quand on rate la laryngoscopie directe, c'est principalement pour une vue inadéquate des cordes vocales. Et dans le groupe vidéo, on voit que c'est principalement une difficulté de cathétérisation glottique. Ce qui nous amène à parler d'une autre différence fondamentale entre les 2 essais. On a dit que dans McMahon, l'essai français, il y avait 16% de non-enrichment. En fait, aux États-Unis, c'est quasiment 100%, que ce soit dans le groupe vidéo ou dans le groupe laryngoscopie directe, quasiment 100% d'utilisation d'un dispositif de cathétérisation glottique, que ce soit Leishman ou le stylet. En fait, les Américains l'utilisent juste quasiment tout le temps en situation d'urgence, donc plus de 90% dans toute l'étude. Donc ça, c'est une vraie grosse différence. Ensuite, quand on s'intéresse aux patients, c'était dans Device, le vidéolaryngoscope faisait mieux sur l'intubation dans tous les sous-groupes de patients, quel que soit leur facteur de risque, et y compris quel que soit le score du Macocha. Donc c'est-à-dire que quel que soit le Macocha, la vidéo faisait mieux, même quand il était inférieur à 3 et que l'intubation n'était pas a priori difficile. En revanche, si c'est valable pour tous les patients, ce n'est pas nécessairement valable pour tous les cliniciens. Il y a 2 groupes de cliniciens chez lesquels la vidéolaryngoscopie ne faisait pas forcément mieux, même si on voit que ça a tendance à faire mieux, mais ça ne faisait pas significativement mieux. C'était d'une part les cliniciens les plus expérimentés, ceux qui avaient performé avant l'étude plus de 100 intubations, et d'autre part ceux qui étaient le moins formés à la vidéolaryngoscopie, ceux qui avaient performé moins de 25% de leurs intubations précédentes au vidéolaryngoscope. Donc finalement des résultats qui seraient applicables à tous les patients, mais pas nécessairement à tous les cliniciens. Au total, donc qu'est-ce qui a changé entre ces 2 essais randomisés contrôlés? Est-ce que c'est juste qu'en France on est moins fort avec un vidéo? En fait, c'est pas forcément vraiment. La différence avec McMahon, l'essai français, c'est donc l'utilisation quasi systématique d'un dispositif de cathétérisation glottique, donc soit Leishman, soit le stylet, compte seulement 16% dans l'essai français. Alors voilà, c'est principalement ça la difficulté d'intubation avec le vidéo. Et d'autre part, 2017 vs 2023,
donc 6 ans, donc juste le temps passant, le vidéo qui s'expand, et d'autre part la survenue du Covid avec beaucoup d'intubations en situation d'urgence et un vidéolaryngoscope qui en fait permettait une mise à distance de la bouche de l'opérateur et du patient et qui a probablement aussi accéléré sa diffusion et la formation des différents opérateurs aux vidéos. Au total, est-ce qu'on n'aurait pas des pratiques à changer? En fait, on a vu depuis le début de la présentation que pour l'intubation en situation d'urgence, on était fortement à 45% associé à une survenue d'événements désirables majeurs. Que ces événements désirables majeurs étaient liés au nombre de laryngoscopies et à l'intubation difficile. Pour faire face à ça, on a développé un score, le score de Makocha, qui, lorsqu'il était positif, nous a amené à nous interroger sur la place de la vidéolaryngoscopie. Initialement, plutôt pas avec MACMAN, et en fait, en analysant MACMAN et en se rendant compte que l'utilisation de dispositifs de cathétérisation glottique allait en fait permettre une amélioration de l'intubation avec le vidéo, on arrive à Device qui conclut que le vidéo fait mieux en situation d'urgence pour tous les patients, sans plus de complications graves et avec des opérateurs habitués à la vidéolaryngoscopie et modérément expérimentés, ce qui globalement pourrait correspondre aux internes de CHU. Et donc, si finalement on se dit « Ok, intuber tout le monde avec un vidéo », mais quelle vidéo? Donc, en guise d'ouverture, je vais vous présenter un essai. Enfin, spoiler, il y a pas vraiment, on ne sait pas encore vraiment quelle vidéo elle est, mais donc un petit essai monocentrique indien paru en 2017 dans le JAMA sur un peu plus de 80 patients. Un critère de jugement composite qui était le succès d'intubation au premier essai, encore une fois, et la vitesse d'intubation, et qui comparait deux vidéolaryngoscopes, les deux groupes de randomisation, le MAGRAPH, duquel on a déjà parlé, et l'AirTrack, sur la droite de l'écran, qui a une visée optique, une gouttière dans laquelle est prépositionnée la sonde d'intubation, et qui est un dispositif à usage unique. Dans cet essai, il n'y avait pas de différence entre l'AirTrack et le MAGRAPH sur le succès d'intubation, plus de 93% dans chacun des deux groupes. En revanche, on intubait significativement plus vite avec l'AirTrack, 13,5 secondes contre 17,8 secondes, donc une différence de 4,3 secondes qui était significative. Au total, entre ces deux dispositifs, on intubait plus vite mais pas mieux avec l'AirTrack, probablement parce que la sonde étant prépositionnée, en fait, dès qu'on avait acquis une bonne visualisation, on n'avait plus qu'à la pousser et n'avait pas à la prendre en main ou alors à mettre l'Leishman puis à enfiler la sonde sur l'Leishman. Mais on peut se demander si intuber 4 secondes plus vite, lorsqu'en fait on est sur un temps d'intubation qui est inférieur à 20 secondes, c'est cliniquement pertinent. La conclusion de ce stade junior, ce serait que voilà, l'intubation en situation d'urgence, on a des événements désirables majeurs associés aux échecs d'intubation, que pour ça on a initialement développé le Makocha, qui nous a permis de développer la vidéolaryngoscopie, mais qu'en fait en utilisant le vidéolaryngoscope, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie synergie entre le vidéo et les dispositifs de cathétérisation glottique, et que le vidéo associé à l'Leishman ou au stylet faisait mieux en fait pour tous les patients, rendant finalement le Makocha, qui a été positif, qui a un score qui a permis le développement de la vidéo, mais que le Makocha, au fait, serait aujourd'hui un score complètement obsolète qu'on n'aurait plus à utiliser, puisqu'il faudrait d'emblée, en situation d'urgence, tout le temps utiliser la vidéolaryngoscopie, associée soit à l'Leishman, soit à un stylet, et utilisée par un opérateur formé à la vidéolaryngoscopie. Voilà.